Frédéric Anton, William Ledeuil, Yannick Aleno, tu cherches que des maisons tranquilles, des petites brigades et des petits chefs. Oui, non, après, voilà, après, tu vois, typiquement, après Yannick Aleno, je pars en brasserie parce que je voulais aussi voir ce que c'était une brasserie. Donc, je pars vivre à Aix-en-Provence. Je travaillais dans une grosse brasserie. Je voulais voir ce que c'était que d'envoyer 200, 300, des fois 400 couverts par jour. Je voulais voir autre chose aussi parce que je voulais du pas coup, juste tu découvres rester... quoi, un truc plus compartimenté là, par exemple, parce que là, tu sors de cuisine de grands chefs étoilés, là, tu vas dans la brasserie, donc j'imagine que chacun est à son poste, qu'il y a un truc extrêmement. Alors, je trouve que dans un gastro, chacun est encore plus à son poste que dans une brasserie. Ouais. Maintenant, après, je me retrouve dans une brasserie où des fois, je vois des choses où je me dis non, mais c'est pas possible, un cuisinier, il a pas le droit de faire ça, il peut pas faire ça. Ah ouais. Donc là, faut aller vite, il y a du volume, on n'est pas là pour. Mais là, j'apprends, je me dis en fait que un bon cuisinier qui envoie beaucoup de couverts, il peut faire du très très bon s'il amène une certaine logistique dans ce qu'il fait. S'il l'amène pas, il va devoir faire des mauvais gestes, donc on perd la beauté du geste, on perd la beauté de la cuisson, la beauté de l'assaisonnement parce que on est trop dans le speed. Donc on peut aller mettre un steak dans une friteuse parce qu'il va cuire beaucoup plus vite. Mais en fait non, ça c'est pas possible. Donc j'ai appris la logistique dans ce style de restauration. Structuré. On structure de manière à envoyer en quantité quelque chose de très bon, très bien cuit, très bien assaisonné. Voilà. Où il y a beaucoup moins de gestes sur une assiette, mais chaque geste il est important, même si on a très peu. Ouais. Donc tu vois, j'ouvre un peu le panel, je m'ouvre à un autre style de restauration, voilà, que je voulais apprendre. Quand tu sors de cette expérience-là, t'as quel âge environ? Plus de 20 ans. Je sors de la brasserie. Ouais. La brasserie, je dois avoir 24 ans à peu près. Ouais, je c'est pense, ça. Ouais, Donc t'as déjà des expériences j'ai de mes expériences dans le gastronomie gastro, étoilée, la brasserie, t'as 24 ans. C'est quoi la route du coup à ce moment-là? Parce que on se dit pas les mêmes choses à 24 qu'à 18. Et là, en l'occurrence, t'as déjà quelques années d'expérience, de la théorie, un regard sur plusieurs types de gastronomie aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine un petit peu à ce moment-là? Là, je me dis, il me manque, je me rends compte qu'il me manque des choses, ouais. Il me manque des choses, donc je me dis, je suis pas très bon pâtissier, je sais pas faire de boulangerie, rien, donc je m'inscris à l'école de boulangerie à Ferrandi pour apprendre à faire du pain, à faire des croissants, à maîtriser une paille feuilletée, et à maîtriser des petites bases vraiment de pâtisserie, parce que on en avait appris un peu, mais pas beaucoup, quoi. Mais quand t'en parles autour de toi de tout ça, les gens, ils te disent quoi? Parce que là, moi, je me mets à la place de ceux qui t'entourent, de ta famille ou de tes amis, qui t'ont vu embrasser une carrière sur laquelle tu t'étais pas forcément au début positionné, et puis ils te voient partir dans des institutions, des trucs où on se fait quand même taper dessus, la brasserie, tu pars à Aix, et tu reviens et tu dis maintenant je vais faire de la boulangerie, de la pâtisserie, et tu justifies comment? Moi, dans ma famille, c'est une famille d'artisans, donc c'est une famille. J'ai toujours vu mon père, mes parents, mes grands-parents énormément travailler. Ouais. Donc eux, ça les choque pas trop de beaucoup travailler. Ouais, c'est normal que tu explores en fait. Et mes parents, typiquement, ils se disent bon, de toute façon, il gère sa vie, il est grand, il creuse et puis il va au bout de la chose. Donc au contraire, quoi. Et moi, de toute façon, j'ai toujours eu mes parents qui étaient là quand c'était trop dur pour me dire non, tu vas au bout des choses. Tu nous l'as promis, tu vas au bout des choses, ne craque pas, c'est pas en craquant que tu vas réussir quoi que ce soit. Si tu veux vraiment faire ça, tu dois aller au bout des choses. Mais là, on se parle d'un soutien. Ouais, moitié soutien, moitié pression quand même. Voilà, ouais, parce genre, que il faut le faire, quoi. Ouais. Après, tu sais, je suis le premier de la famille, c'est un peu. Puis c'est une autre époque, tu vois. Ouais, je vois très bien. Franchement, je vois les plus jeunes que j'embauche aujourd'hui, et ils craquent assez vite, quoi. Ils remettent en question trop rapidement les choses. À un moment, faut aussi accepter l'échec. Déjà, c'est important. Quand on a un échec, faut juste rebondir et se dire pourquoi j'ai eu cet échec et qu'est-ce qui fait que. Mais ne pas craquer au premier échec, en fait. Parce que c'est pas ça la solution d'une vie. Oui. Et accepter, qu'on en prend parfois, qu'on prend un coup, mais que on continue forcément peut-être sur la même ligne, quoi. Ouais, exactement. Et donc toi, tu te dis moi, je vais continuer à creuser mon sillon. Les gars, je sais pas faire du pain, je vais apprendre à faire du pain. J'ai mon diplôme de boulanger, j'apprends à faire des croissants, j'apprends à faire des pains au chocolat, j'apprends
à travailler une pâte sur pouliche, comment on fermente. Donc j'apprends la fermentation. Pour moi, la boulangerie, c'est que tu apprends pas à faire du pain, tu apprends Ouais. la fermentation. Tu Mmh. apprends un phénomène naturel qui est différent chaque jour. Et en fait, tout de suite, bah, ça me ramène directement vers la cuisine parce que ben, un poisson, il est pas de la même forme, il est pas, enfin, tu travailles avec des produits vivants, donc des produits qui sont pas linéaires. Donc, Mmh. il faut s'adapter à une tomate qui est plus ou moins sucrée, plus ou moins acide, plus ou moins juteuse. Enfin, un cuisinier, il, il doit s'adapter au produit qu'il a en face de lui. Il doit le choisir en premier, évidemment, et Mmh. s'adapter. Et moi, j'aime bien ce système d'adaptation. Je ressens les choses. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui fait la qualité d'un cuisinier. D'où l'intérêt d'avoir une gamme d'expertise aussi et Mmh. d'observation assez large, justement, parce que c'est bien Ouais. joli de repérer les choses, mais il faut savoir s'y adapter. Mais après, tu vois, j'ai eu que des chefs aussi qui avaient cette chose-là, en fait. Moi, je me rappelle de Yannick Aleno qui coûtait des desserts et qui te le scindait dans tous les sens et qui allait chercher le petit truc, micro-truc qui allait pas et pourquoi ça allait pas et comment ils allaient transformer les choses pour que ce soit absolument parfait, tu vois. Mmh. T'as un beurre noisette tu vois, qui doit être parfait quand tu rôtis quelque chose de Frédéric Anton, enfin, toutes ces choses-là, tous ces chefs que j'ai eus, moi, c'est ça qu'ils incarnent pour moi. Ouais. Et alors maintenant, je suis en âge où, tu vois, à part les remercier, je peux rien faire d'autre. Mais c'est vrai que ce que je veux, c'est bah moi continuer ce qu'eux ils ont fait pour moi. C'est-à-dire que j'essaie de transmettre à tous les gens qui m'entourent, ben toutes ces petites choses qui rendent un peu plus parfait un plat ou un mets ou voilà d'aller creuser pour toujours donner plus de plaisir. On est des marchands de bonheur, ça c'est Piège qui me l'avait dit et je suis 100% d'accord avec lui. 100% d'accord avec lui, on est des marchands de bonheur. C'est ce qu'on veut vendre en fait. On veut vendre, c'est ce qu'on veut donner aux gens, du bonheur, des souvenirs. Parce qu'au bout du compte, ben, on en parlait au tout début, chaque chose n'est que souvenir. Et quand tu crées un souvenir à un de tes convives ou à un de tes clients, il y a rien de plus beau. Ouais. Ouais, c'est exceptionnel ça. C'est tout le nœud du contraste entre ce qu'il faut endurer pour finir par pouvoir délivrer ce bonheur. Finalement, il y a un contraste entre la dureté de l'expérience et de la formation et la finalité, qui est du plaisir et qui n'est pas pour soi. Hein. Mais tous les jours, de toute façon, après, tu sais, c'est un métier qui te prend physiquement, qui te prend psychologiquement. Alors peut-être physiquement un petit peu moins qu'avant, ça c'est certain. Mais malgré tout, t'es remis en question quotidiennement, plusieurs fois. Donc bon, de toutes les manières, déjà, bah t'as ce rapport je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. C'est incertain, quoi. L'incertitude de est-ce que ça va être parfait, pas parfait. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important aussi de choisir ses équipes. Tu vois, c'est pas juste prendre des gens pour prendre des gens. C'est ouais, bah, c'est une grande traversée. ouais, c'est une Donc, grande les... c'est une vraie traversée de vie, ouais, bien sûr. Tu sais, Ouais. on raconte une histoire tous ensemble et on va vivre des instants tous ensemble. Donc les équipes, c'est comme une famille, quoi. Sauf que la seule différence, c'est que tu l'as choisi, quoi. Comment ça va se terminer, ces années de formation? C'est quoi la charnière, justement, qui va te faire sortir de cette période où t'engranges, où t'apprends, où t'explores aussi beaucoup de terrain pour pouvoir avoir un maximum de cartes en main, finalement? Bah, après, toutes ces expériences, je bourlingue un peu à droite à gauche parce que je veux être je veux un peu papillonner. Et d'ailleurs, c'est vraiment, j'ai passé un an et demi maximum, juste un peu à papillonner pour aller voir un petit peu ce qui se passait, les concepts, les trucs. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai fait l'ouverture d'un restaurant avec Brice Morvan, qui est un top chef aussi, qui a un restaurant dans le Marais où je me rends compte que bah il y a des gars qui ont le même cursus que moi et qui s'expriment
avec vraiment leur tripes sur une assiette, et je me dis: «Oh là là, mais attends, mais c'est génial, moi aussi j'aimerais bien faire ça», tu vois? Moi aussi j'ai une histoire à raconter, donc je papillonne un peu à droite, à gauche et tout, ça Ce que dure tu 1 décris an. là, c'est quoi? C'est un truc où tu te dis: «J'ai envie de voir», donc tu vas quoi? Tu vas taper aux portes, tu rencontres des gens, ils disent: Ouais, «Ouais, je tu rencontre passes et 2 puis mois tu par là», vois, et ouais, tu passes 2 mois par là, lui il a un peu besoin là, et je voulais voilà, ce papillonnage, et j'ai toujours été très transparent. C'est-à-dire, quand j'étais posé, et je voulais rester posé, et par contre quand j'ai commencé à papillonner sur 1 an et demi, j'ai toujours été transparent en disant: «Voilà, je veux papillonner, ouais, je suis pas ouais, quelqu'un je vais comptez pas pas sur moi rester, pour, c'est pas». mmh. Voilà, donc cette transparence, je pense que ça a plu aussi aux gens avec qui j'ai travaillé, et donc c'était un moment vraiment de rencontre, quoi. De rencontre de plein de gens, de personnalités, de patrons que j'ai rencontrés qui vivaient vraiment leur, heu, leur monde de restauration, donc je me suis dit là, j'ai appris plutôt, voilà, ce que c'était de cuisiner avec sa vraie personnalité. C'est-à-dire Mmh. de pas chercher à copier quelqu'un ou une technique ou quoi, c'est vraiment d'aller chercher au fond de soi, Une une singularité. singularité. Ouais, Et là, c'est à ce moment-là, et puis après, ben, j'ai dit: «Ben, en fait, il faut que j'y aille. il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je Ouais. fasse quelque chose, il faut que j'ouvre mon premier resto», donc j'ai ouvert mon premier resto. Ouvrir un resto, bah, tu pas que chef. Tu deviens restaurateur, tu deviens chef d'entreprise, donc tu te retrouves un peu, bah, dos au mur ou face au mur des fois. Enfin, c'est, à des problèmes que tu pas pensé avoir à régler Ouais. avant, donc bah, tu gères plein d'autres choses, quoi. Et puis surtout que tu te rends compte que, bah, tu plus que chef de cuisine, tu es aussi le patron, donc tu as un rapport aussi avec tes équipes qui devient un peu différent. Alors c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal au début à gérer, moi. Vraiment énormément de Parce que mal. tu es rentré dedans en disant: «Bon, on va kiffer, on va être Ouais, potes, on va le jouer», ouais. On va le jouer, bah, comme je l'ai pas de toujours distance connu, quoi, pas quoi. de distance, ouais, ouais. Ouais, ouais, voilà, et Oh, en c'est fait, drôle. tu te rends compte que, bah, si, en fait, il y a un autre rapport, donc ça a été un gros apprentissage pour moi, ouais. Très Pas dur. facile de trouver la bonne distance. Ouais, Parce qu'au début, c'est le plus on dur. fantasme tous l'idée de se dire: «Bah, attendez les gars, on va être tous dans la même barque et je vais ramer comme vous, au même niveau et vous allez me parler comme vous me parleriez normalement» et en fait non. Ah non, en fait, non, ouais, bah, du tout. En fait, tu te rends compte que, ben, que, tu peux pas t'entendre avec tout le monde déjà, tu te rends compte que, ben, malgré tout, tu rends des comptes à des gens et qu'eux aussi doivent te rendre des comptes, et que toi, bah, tu rends des comptes à d'autres gens aussi, à ton banquier, à ton propriétaire Ouais. des murs, enfin, à plein de gens, quoi. Donc donc d'un coup, bah, tu tombes complètement, enfin, tu te retrouves complètement dans un autre système, que tu avais pas connu avant, donc le côté je flâne et tout, je suis un peu léger, bah, il faut quand même un peu le mettre de côté. Il faut que ça devienne vraiment très sérieux, quoi. C'est, tu rends trop de comptes à trop de gens, donc Ouais. il faut que ce soit sérieux, et donc voilà, c'est manager son temps entre la créativité et le côté, très sérieux, et tu utilises, moi j'avais rencontré un homme extraordinaire à cette époque-là parce que j'étais devenu limite un peu bipolaire, quoi. Je savais plus comment, sur quel pied danser, et j'avais rencontré un monsieur qui s'appelait Solon Smith et qui m'expliquait qu'en fait, que quand tu étais patron, tu devais utiliser la partie gauche et la partie droite de ton cerveau. Et donc il fallait aussi bien travailler sa créativité, pour que, bah, tes plats ils soient beaux, mais aussi être très carré dans ce que tu faisais, dans tes comptes, dans tout ça, parce que si tu le faisais pas, bah, tu pouvais pas tenir un restaurant. Ouais. Et donc voilà, bah, donc ben, j'ai continué de me former, tu vois, en rencontrant des gens comme ça. Donc j'ai utilisé, bah, tu sais, en France, tu as le droit à des formations avec la FAFI, tout ça et Ah tout. ouais. Donc j'ai utilisé à 100%, et je continue d'ailleurs Ah aujourd'hui ouais. à utiliser ça, c'est-à-dire de continuer de me former, à jamais croire que ça y est, c'est bon, j'ai atteint Ouais. l'aboutissement de mon métier. Non, pas du tout. En fait, j'apprends chaque jour de tout le monde, et j'apprends chaque jour de ce que je peux faire de plus pour que ce soit mieux pour tout le monde et pour moi-même. Et puis il y a un gros fantasme autour de la restauration parce qu'un resto, comme tu le dis, on se dit: «Bon, bah, c'est simple, il y a une cuisine, il y a des plats qui sortent, ils arrivent en salle». Ouais. Bah, il y a une fuite d'eau. Oui, bah, là, Ouais, il y a un bilan. et Là, il y a un puis il y a plein de gens, tu vois, qui ouvrent des restos en disant: «Ouais, mais c'est bon, en fait, c'est comme à la maison». En fait, non, pas du tout, c'est pas du tout ça comme à la maison. Gérer, tant de tables par jour, c'est pas du tout comme à la maison. Gérer, un mec qui vient pas parce qu'il est malade, c'est pas du tout, ouais. c'est pas à la maison non plus, et donc voilà, bah, ça fait partie de je pense, de mon plus gros apprentissage, d'un coup. Je me suis dit: «Attends, voilà, là, je suis devenu restaurateur, chef d'entreprise, il faut que j'apprenne aussi ce truc-là, quoi».
Cette adresse-là, d'un point de vue de la cuisine, parce que là, on se parle de tout ce qu'il y a à gérer, en fait, et de tout ce qu'elle représente de nouveau pour toi. La cuisine que tu décides d'écrire à cet endroit-là, qui est le premier, finalement, elle est chargée de quoi et tu y mets quelle envie? Parce que j'imagine aussi que quand on investit en tant que jeune chef sa première adresse, on se dit, ah, là, je vais taper dans mon ADN et Yoni Saada, ça va être ça. Ouais, exactement. On fantasme un peu, j'imagine, On fantasme et puis au début, quand tu veux affirmer ta personnalité, bizarrement, je pense qu'on veut tous faire compliqué. Et tu te rends compte qu'avec plus le temps passe et plus tu prends de l'âge et que en fait t'as envie de retirer plein de calques pour que le dessin devienne de plus en plus ludique et fin du mode démo. Ouais, on arrête. Exactement. Et t'arrives à quelque chose de beaucoup plus nature et beaucoup plus proche finalement de toi. Précis quoi, proche de toi. Et je pense que ça il y a que l'âge qui fait que. Ouais. Au début, on veut montrer beaucoup. Ouais, au début, tu veux montrer, t'es dans une espèce de système de démonstration. Je veux montrer que toutes les techniques que je sais faire, et puis d'un coup, tu te retrouves, tes plats, ils plaisent, mais bizarrement, tu mets moins une claque que, tu vois, je sais pas, un bon riz de veau juste avec une bonne sauce, tu vois. Et voilà. Au bout du compte, je me rends compte que ma cuisine, elle s'est simplifiée, elle est devenue beaucoup plus ludique avec le temps. Mais même quand je fais du gastro, parce que je suis sorti un peu du gastro, je fais de l'événementiel pour des clients, ce genre de choses, mais où là vraiment je m'amuse, mais à faire du gastro, j'ai plus de restaurant gastro comme avant, mais je me rends compte que ma cuisine, elle est beaucoup plus lisible, tu vois. Ouais. Elle est et bizarrement, elle est beaucoup plus précise. Tu vois, c'est une sauce, quoi. Je cherche pas à mettre 50 éléments dedans. Ouais, ça alors qu'au début, c'était le cas. Et ouais. Qu'au début, c'était le cas, tu vois. Et c'était quoi l'ADN, du coup, si tu devais le définir justement de cette cuisine? Alors, ok, il y a le biais qui est très commun, de vouloir trop en faire, trop en dire, trop en... Pour le coup, je me suis jamais perdu dans ça. Ça a toujours été le même ADN. J'ai toujours été entre la cuisine française et la Méditerranée. Donc, dès le début, ça se pose. Ouais. Dès la première adresse, tu te dis, ça va être ça, mon univers. Ouais. Et j'ai jamais, en fait, sur ça, j'ai jamais triché, tu vois. Après, quand j'ai monté Super Blue, cette fameuse adresse entre l'Asie et la Méditerranée, j'ai pas triché non plus. C'est deux passions que j'ai. J'adore la cuisine asiatique, j'adore la culture asiatique, et je me suis beaucoup amusé à mêler ces deux cultures complètement différentes qui, je trouve, se mêlent très bien sur l'umami, ce genre de choses, tu vois. C'est une adresse que là j'ai revendue, mais que je souhaite vraiment réouvrir, ça c'est certain. Ah ouais. C'est quelque chose qui me passionne vraiment, et je me suis éclaté avec les équipes. On s'est éclaté vraiment à mêler ces deux cultures qui tu vois, quand tu mets du yuzu avec de la boutargue, il se passe quelque chose de magique. Quand tu fais un kimchi avec de la harissa, il se passe quelque chose de magique, tu vois. Donc tu te dis, il y a quelque chose de sympa. Après voilà, c'est vivre de son histoire, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui va du coup cette première adresse, donc qui va te permettre de découvrir tout un monde finalement, déjà le tien, de savoir comment s'exprimer petit à petit, ce que représente aussi ce métier. Après, ça va être quoi les étapes qui vont, parce que là, la France te connaît pas encore, mais ça va arriver très vite, non? Moi, quand on ouvre au début, ouais, c'est vrai que déjà on a ouvert un resto vraiment qui était dingue. Franchement, pour le premier. Alors c'est une autre époque aussi, c'est-à-dire les banquiers te suivaient vraiment à l'époque. Tu vois, ils croyaient en toi, quoi. T'avais un banquier qui croyait en toi. C'est pas pareil, quoi. T'étais pas juste un chiffre ou un pion ou un numéro de compte. Donc on ouvre un resto quand même. On se retrouve, le resto, il se retrouve dans des bouquins de restos à voir dans le monde, parce qu'on avait fait, un resto qui était juste sublime, mais vraiment. Donc ça s'appelait Osmose et tout était arrondi. Il y avait des staffeurs qui étaient venus. Il y avait aucun angle dans le restaurant. On avait mis des vitres opalisantes dans les toilettes. Donc quand les gens ils fermaient les toilettes, la vitre s'opalisait, devenait opaque, tu vois. Donc en fait, on avait fait vraiment un restaurant dingue. Il y avait un mur d'eau dans le restaurant, la cuisine était complètement ouverte. Chose à l'époque, il y a plus de 15 ans, ça n'existait pas une cuisine ouverte, tu vois. Il y avait pas de nappe sur les tables. Elles étaient logotisées au nom du restaurant. C'est toi qui avais voulu que la forme soit à ce point marquée? Je voulais en fait
j'avais déjà pas mal voyagé et tout, vu pas mal de restos, et je voulais vraiment faire un resto où quand tu rentrais, tu te disais, waouh, je suis dans un univers Ouais. complètement Il y a déjà un à part, truc. quoi. Ah ouais, et c'est vrai qu'il y avait ce truc-là. Alors, c'était vraiment très marqué. C'était très marqué par rapport à son époque. C'est l'époque où on avait mis les LED, le restaurant, il pouvait changer de couleur, tu vois. Donc, et c'est vrai que c'était franchement, c'était un restaurant dingue. Ouais. Ouais. Vraiment, il était... Il y avait une envie d'envoyer quand même dans ce resto, entre la Ouais. cuisine. Ouais, complètement. T'arrivais en mode, regardez, je vais Ouais, faire un truc quand complètement. même. Et c'est vrai que ça marche très fort, très vite. Et au bout de on va dire de la 5e, 6e année, on sent que ça s'essouffle un peu, parce que je pense que moi aussi je m'essouffle, tu vois, en cuisine. Et c'est déjà beaucoup, hein, 5 ou 6 ans. Hein. Ouais, mais on me propose Top Chef la première année, on me le propose, je dis non, par orgueil en fait. 3e saison de Top Chef, on m'appelle pour me dire voilà, et tu veux faire Top Chef, et moi je refuse, je dis mais pourquoi tu veux que je fasse Top Chef en fait, j'ai un restaurant qui marche super bien. Alors il bat un peu de l'aile en ce moment, mais c'est rien, c'est une petite période à passer. Ouais. Pourquoi je vais aller faire une émission de télé? En plus, je sais pas trop ce qui se passe dans cette émission, c'est les débuts, tout ça. Donc je refuse. Puis l'année d'après, on m'appelle et puis on me dit ouais, tu veux pas faire Top Chef la saison 4 et tout. Et moi je dis non, mais j'ai pas besoin. Et puis là, il y a ma femme qui me dit à un moment, on te propose 2 fois de faire quelque chose d'assez extraordinaire. Si t'as autant d'orgueil, reste où t'es, mais en tout cas, t'évolueras plus jamais. C'est-à-dire, si t'arrives pas à dépasser ça, puis c'est un peu la petite voix de la raison. Et je lui dois vraiment ça parce que, je rappelle, la fille du casting, je lui dis voilà, je vais faire Top Chef. Et je me rends compte après, vraiment que c'est mon orgueil qui a fait que je voulais pas y aller parce que j'avais peur, tout simplement, de sortir sûrement le premier. Et je pensais être assez fort ou assez truc. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, mais je pensais être au-dessus de ça. Et en fait, t'es jamais au-dessus des choses. Faut les vivre pour dire voilà, je l'ai fait à fond et j'ai pas besoin de cet orgueil-là pour avancer dans ma vie. En tout cas, l'orgueil, c'est pas quelque chose qui fait avancer dans la vie.